Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 21e semaine de 2026, dans la vie de l'Union, la Commission européenne entend intégrer les engrais dans l'autonomie stratégique, mais aussi dans son soft power. Ursula von der Leyen s'est rendue au Mexique pour signer la modernisation de l'accord de libre-échange avec le Mexique, et le Conseil et le Parlement européen ont trouvé un compromis sur l'accord de Turnberry. Dans le club des 27, Pedro Sánchez, encore fragilisé par la claque prise par le PSOE en Andalousie et la mise en examen de l'ancien Premier ministre José Luis Zapatero, le voyage inopiné de l'émissaire de Trump au Groenland n'a fait qu'exacerber la méfiance des Groenlandais. Peter Maillard s'est rendu en Pologne pour son premier voyage officiel et l'OTAN s'est réunie à Helsingborg pour préparer le sommet d'Ankara. Et chez nos chers voisins, l'Arménie, sous pression de la désinformation russe, et la direction du CHP a été démise en Turquie. Passons sans plus attendre à la vie de l'Union. Agriculture. La Commission européenne veut être autosuffisante sur les engrais et éviter une famine dans les pays en développement. Mardi 19 mai, la Commission européenne a présenté son plan d'action pour répondre à l'augmentation des prix des engrais qui pèsent sur la trésorerie des agriculteurs européens. Avec la guerre en Ukraine, le prix des engrais avait déjà augmenté du fait des sanctions à l'égard des producteurs biélorusses et russes, deux des plus grands producteurs mondiaux d'engrais. Le prix n'est pas redescendu depuis 2022 et la crise dans le détroit d'Ormuz n'a rien arrangé. Les engrais sont plus chers de 70% par rapport à 2020. Le syndicat des agriculteurs européens, la COPA-COGECA, fait part de son inquiétude sur les prix et la disponibilité des engrais. Un manque d'engrais obligerait les agriculteurs à mettre des terrains en jachère, ce qui diminuerait de facto les volumes de production de légumes et de céréales. Pour répondre à ces inquiétudes, l'exécutif européen souhaite mettre un paquet d'aides substantielles sur la table, d'abord en puisant dans la réserve agricole du budget de l'UE, ce qui permettra de débloquer 200 millions d'euros pour 2026, tout en allant puiser dans d'autres fonds non utilisés. Le commissaire européen à l'agriculture, Christophe Hansen, espère pouvoir débloquer 400 millions d'euros au total. Un paquet d'aides que la Commission veut cibler et permettre de flexibiliser le déblocage des fonds par les États membres avec des anticipations sur paiement. Mais au-delà de la gestion de crise, la Commission veut pouvoir se projeter. Actuellement, 40 à 45% des engrais consommés dans l'UE viennent d'ailleurs. La Commission européenne veut inciter à la production d'engrais alternatifs et bas carbone produits sur le sol européen et qui pourraient à terme remplacer 20% des engrais importés. Christophe Hansen souhaiterait améliorer le recyclage des nutriments, inciter à des investissements massifs dans le biométhane et le biogaz et créer un marché européen des matières organiques et ses alternatives. La veille, lundi 18 mai, les ministres des Affaires étrangères des 27, au sein du Conseil, cherchaient une solution humanitaire pour éviter des famines dans les pays en développement, énormément dépendants des engrais, aujourd'hui bloqués dans le détroit d'Ormuz. Les ministres des Affaires étrangères veulent éviter une catastrophe humanitaire, mais aussi reprendre du poids au niveau diplomatique. Les pays en développement, et notamment les pays africains, sont déjà sous influence de la Chine et de la Russie. L'Union européenne a une opportunité de rouvrir des canaux diplomatiques par le soft power, et notamment par des aides au développement qui pourraient constituer une alternative aux contrats déséquilibrés de la Chine et de la Russie qui monnaient leur soutien à des prises de contrôle d'infrastructures et de gisements de pierres précieuses et de terres rares. C'est notamment le service diplomatique de la Commission, le service européen d'action extérieure, qui préconise aux États d'augmenter leur aide au développement pour éviter à ces pays de se voir imposer des plans d'austérité. La haute représentante aux affaires étrangères, Kaja Kallas, appelle l'UE à devenir un véritable acteur géopolitique. Commerce. L'UE signe l'approfondissement de l'accord de libre-échange avec le Mexique.
Face à l'incertitude des relations commerciales avec les États-Unis et la guerre commerciale avec la Chine, l'Union européenne continue de s'employer à trouver de nouveaux partenaires ou d'élargir les accords existants. Pour le Mexique, c'est le deuxième cas de figure. Le Mexique est en pleine négociation avec les États-Unis et le Canada pour réformer l'accord de libre-échange USMCA avec Donald Trump qui tente de tordre le bras des deux autres pays. Le Mexique voit une opportunité avec l'Union européenne de diversifier ses marchés d'exportation qui dépendent à 85% des États-Unis. L'Union européenne et le Mexique avaient ouvert les négociations de modernisation de l'accord UE-Mexique dès janvier 2025, à la veille du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Vendredi 22 mai, Ursula von der Leyen et Antonio Costa se rendaient à Mexico pour signer l'accord de modernisation. Le Mexique est le deuxième partenaire de l'Union européenne en Amérique latine, derrière le Brésil, avec 87 milliards d'euros d'échanges entre les deux parties en 2025. L'accord initial a été signé en 2000. L'accord de modernisation inclut la propriété intellectuelle, l'indication géographique protégée pour protéger les produits du terroir européen d'imitation qui revendiqueraient l'appellation, le développement durable et le commerce numérique. L'IGP protège déjà 232 spiritueux au Mexique, 336 appellations s'y rajouteront avec la modernisation de l'accord. À terme, le nouvel accord devra supprimer les droits de douane de 99% des produits échangés. Les produits agricoles sont concernés, mais les deux parties ont convenu d'une baisse progressive des droits de douane sur les produits les plus sensibles avec une période de 5 à 10 ans sur le bœuf mexicain et sur le lait européen. Pour le Mexique, c'est une opportunité de déboucher pour ses avocats, ses bananes, ses baies, ses citrons, ses mangues, son miel et sa tequila. Et pour l'Union européenne, c'est l'opportunité de déboucher pour les fromages, le vin, le chocolat et la viande de porc. Avec cet accord, le Mexique tente d'attirer des investisseurs européens. Le Mexique a de grands projets d'infrastructure, mais a besoin de liquidités pour les mener à bien. Depuis janvier 2025, la présidente Claudia Sheinbaum tente d'attirer les investisseurs avec son plan Mexique dans les secteurs ferroviaires et hydrauliques, dans le secteur des énergies, dans le secteur pharmaceutique ou pétrochimique, avec une diminution des impôts et une simplification administrative. En approuvant l'accord, le Mexique permet à l'Union européenne d'avoir un pied dans l'USMCA et de pouvoir contourner les taxes américaines imposées aux Européens. Le Mexique a accepté de se soumettre à un nouveau tribunal arbitral État investisseur, ce à quoi il est déjà habitué, le Mexique étant l'un des pays ayant contracté le plus d'accords de libre-échange au monde. Les entreprises européennes auront accès au marché public mexicain aux mêmes conditions que les entreprises mexicaines, ce qui permet la réciproque sur les marchés publics européens. Commerce encore, Conseil et Parlement européen trouvent un compromis sur l'accord de Turnberry. Il y avait un risque que le Conseil et le Parlement européen ne s'accordent pas sur l'accord UE-États-Unis. Finalement, les deux institutions ont trouvé un compromis mercredi 20 mai. Le Parlement européen avait suspendu par 2 fois ses travaux après les menaces à l'encontre du Groenland et de l'invalidation de la base juridique par la Cour suprême des droits de douane imposés par Donald Trump, qu'il a dû remplacer par une réglementation temporaire. La position du Conseil était d'adopter l'accord en l'état ou amender à la marge, alors que le Parlement européen souhaitait l'ajout de conditions à l'application de l'accord. L'Union européenne est pressée par le temps. Donald Trump, frustré de la lenteur de l'Union européenne à adopter l'accord, a menacé de passer les droits de douane de 15 à 25% si l'accord n'était pas adopté avant le jour de l'indépendance des États-Unis, le 4 juillet, qui commémore cette année les 250 ans d'existence du pays. Le Parlement européen a accepté de faire des concessions pour l'adoption de l'accord. Les eurodéputés négociateurs ont renoncé à ce que l'application des 15% à l'acier et à l'aluminium, aujourd'hui taxés à 50%, conditionne l'application de l'accord.
Ils ont approuvé la mise en place d'un délai pour les États-Unis d'ici la fin de l'année, auquel cas l'Union européenne suspendrait l'application de l'accord. La clause Sunrise, qui conditionnait l'application de l'accord au respect des engagements par les États-Unis, a été supprimée, et la clause Sunset, qui disposait que l'accord s'éteindrait en 2028 si l'accord n'était pas renouvelé, a été repoussée à 2029. Mais la vraie victoire pour les eurodéputés, c'est le fait d'avoir arraché un filet de sécurité complet avec un mécanisme de suspension en cas de non-respect de l'accord de la part des États-Unis, un mécanisme de suivi de l'impact sur l'économie européenne de l'exemption de taxes pour les États-Unis, des dispositions sur les droits de douane injustifiés sur certains produits et une date d'expiration pour les législations de l'accord. Un seul bémol concerne la non-application des 15% à l'acier et à l'aluminium. La suspension de l'accord n'est pas automatique. La Commission devra évaluer d'abord l'impact, mais il se peut que les États membres fassent pression sur l'exécutif européen pour ne pas agir, motivés par la peur de voir les États-Unis abandonner complètement l'Ukraine sur le champ de bataille. La clause de sauvegarde en cas de menace sur l'intégrité territoriale a elle aussi été retirée, les États membres considérant que le bazooka commercial était assez dissuasif, encore faut-il avoir la volonté de l'utiliser, ce qui n'a pas encore été le cas. Passons désormais au club des 27. Espagne, le PSOE encore désavoué en Andalousie. Dimanche 17 mai, c'était jour d'élection en Andalousie, fief historique du Parti socialiste ouvrier espagnol, le PSOE, de 1982 à 2019. En 2019, le Partido Popular, le PP, emmené par Juan Manuel Bonilla Moreno, avait gagné avec une majorité absolue à la Junta de Andalucía, la chambre régionale. L'enjeu était clair pour le gouvernement. L'Andalousie est une élection clé, puisque la région représente 20% de la population espagnole. C'est un premier galop d'essai avant les législatives de 2027. Le Premier ministre Pedro Sánchez comptait sur cette élection pour tenter de redresser la barre, lui qui a obtenu de gouverner au niveau fédéral grâce au soutien de Sumar et des partis indépendantistes. Mais depuis le retrait en octobre 2025 du soutien de Junts per Catalunya, le parti indépendantiste catalan de droite, le PSOE gouverne en minorité. Un gouvernement fragile qui doit en plus faire avec la multiplication des affaires judiciaires et les soupçons de corruption dans l'entourage du Premier ministre. Pour le scrutin andalou, il a donc envoyé une personnalité forte, María Jesús Montero, ancienne vice-première ministre et ancienne ministre des Finances. Mais rien n'y a fait. Le PSOE continue de reculer dans la plus grande région espagnole, avec 28 sièges, soit 2 de moins que lors du dernier scrutin régional. Vox gagne un siège et se retrouve avec 15 députés régionaux. La surprise vient du parti de gauche régionaliste Adelante Andalucía, qui passe de 2 à 8 sièges. L'autre parti de gauche régionaliste, Por Andalucía, reste lui à 5 députés. Le PP sort vainqueur du scrutin malgré la perte de 5 sièges. Il dispose de 53 députés régionaux. Une victoire insuffisante pour gouverner seule la région, la majorité absolue étant de 55 sièges. Juan Manuel Bonilla Moreno, en poste depuis 2019, a juré pendant toute la campagne qu'il ne voulait pas gouverner sous conditions avec Vox et qu'il lui était impossible de gouverner avec la gauche. Il sera contraint de faire des choix et de négocier texte par texte. En 2019, il avait une majorité absolue avec le parti centriste Ciudadanos, qui ne dispose aujourd'hui de quasiment plus aucun poids dans la politique espagnole. En 2022, Bonilla Moreno décide de dissoudre la junte d'Andalousie et obtient une majorité absolue. C'est la première fois qu'il se retrouve en minorité et sans coalition possible. Un signe que le PSOE et le PP sont tous les deux fragilisés. Pour les deux partis, les affaires de corruption ont sapé la confiance des électeurs qui se tournent de plus en plus vers le parti d'extrême droite Vox. Une réalité qui se traduit déjà avec des coalitions régionales entre PP et Vox pour gouverner.
Espagne encore, l'ancien Premier ministre José Luis Rodríguez Zapatero soupçonné de trafic d'influence. C'est une première depuis la transition démocratique en 1974. L'ancien Premier ministre espagnol José Luis Rodríguez Zapatero, en fonction de 2004 à 2011, est poursuivi pour des soupçons de corruption. Contrairement à Mariano Rajoy ou plus récemment Pedro Sánchez, il devra se présenter devant la justice pour des faits de trafic d'influence, de participation à une organisation criminelle, de blanchiment d'argent et de faux et d'usage de faux. Le juge José Luis Calama, juge au tribunal de l'audience nationale, cour spécialisée dans les affaires politiquement sensibles, a convoqué l'ancien Premier ministre début juin, car il le soupçonne d'être à la tête d'un réseau de blanchiment d'argent lié au sauvetage controversé de la compagnie aérienne Plus Ultra, qui a reçu 53 millions d'euros d'aide de la part du gouvernement au moment du Covid. Une histoire qui n'arrange pas du tout les affaires de Pedro Sánchez, dont les proches et certains cadres du PSOE sont en pleine procédure judiciaire pour des soupçons de corruption. La compagnie Plus Ultra n'était qu'une compagnie secondaire qui ne desservait que l'Équateur, le Pérou et le Venezuela en 2021, qui n'aurait pas dû forcément mériter de plan de sauvetage. D'après le juge, José Luis Zapatero aurait mis à profit son carnet d'adresses et sa capacité à interagir avec des hauts fonctionnaires pour décrocher un avis favorable pour Plus Ultra. Il aurait agi avec un de ses amis businessman, Julio Martínez, qui lui aurait servi de prête-nom. Julio Martínez se serait fait engager par Plus Ultra via sa société Análisis Relevante et aurait engagé le cabinet de conseil de José Luis Zapatero ainsi que la société des deux filles de l'ancien Premier ministre, What the Fav, pour des missions marketing. Le juge soupçonne ce système de camoufler du blanchiment d'argent et d'or, la compagnie Plus Ultra étant détenue par des proches de l'ancien dictateur vénézuélien Nicolás Maduro, et que pour faire transiter l'argent, les membres du réseau ont transféré l'argent sur différents comptes dans différents pays. Zapatero a créé une société offshore à Dubaï qui, semble-t-il, aurait permis de récupérer 500 000 euros du plan de sauvetage. L'argent reversé à Zapatero pour ses missions de conseil pourrait alors être des rétrocommissions en récompense de son aide pour l'obtention des fonds publics et du potentiel système de blanchiment. Il aurait touché, ainsi que ses filles, près de 2 millions d'euros au total. L'unité de lutte contre la criminalité économique et fiscale de la police espagnole a procédé à des perquisitions dans les bureaux de Zapatero et de ses filles. Le juge Calama estime que les éléments en sa possession sont suffisants pour mettre en examen l'ancien Premier ministre et le convoquer début juin pour qu'il s'explique. L'affaire pose aussi la question des liens de Zapatero avec les autorités vénézuéliennes et chinoises que l'opposition soupçonne depuis des années. L'actuel Premier ministre, Pedro Sánchez, a témoigné de son soutien à Zapatero, son mentor au PSOE. Face à la multiplication des affaires qui entourent Pedro Sánchez, des organisations anticorruption ont organisé samedi 23 mai une manifestation pour demander la démission de Pedro Sánchez, une manifestation soutenue par le PP et Vox. Danemark, l'émissaire américain Jeff Landry s'invite sur l'île et exacerbe la méfiance des Groenlandais. Il n'était pas du tout invité, mais il s'est quand même rendu au Groenland. C'est une stratégie qui se répète de la part de l'administration Trump. L'envoyé spécial de Donald Trump pour le Groenland, le gouverneur de Louisiane, Jeff Landry, a atterri dimanche 17 mai à Nuuk. Plusieurs fois, les autorités américaines ont laissé les fils de Donald Trump, mais aussi le vice-président J.D. Vance, accompagné de son épouse, se rendre sur l'île arctique. Landry n'a pas été officiellement accueilli par les autorités groenlandaises à l'aéroport. Il y a quelques mois, quand les menaces des États-Unis étaient à leur sommet envers le Groenland, les États-Unis, le Danemark et le Groenland avaient convenu de discuter et de trouver des solutions au sein de groupes de travail. Mais en envoyant son émissaire, Donald Trump entend imposer son tempo et démontrer qu'il n'a pas à attendre l'autorisation du Groenland pour s'y rendre et montrer à quel point il veut avoir le contrôle de l'île, riche en ressources stratégiques.
Mis devant le fait accompli, le Premier ministre groenlandais Jens Frederik Nielsen et son ministre des Affaires étrangères Mute Egede ont reçu Jeff Landry pour éviter un incident diplomatique et que Donald Trump se plaigne du manque de coopération du Groenland, mais seulement avec la présence de l'ambassadeur américain au Danemark, Kenneth Owery. Même si le Premier ministre groenlandais se dit satisfait d'avoir rencontré Jeff Landry, il a pour autant constaté que les États-Unis n'ont pas changé d'attitude. Landry dit être venu pour écouter les Groenlandais, mais le fait qu'il soit venu accompagné du médecin Joseph Griffin a scandalisé les Groenlandais, traumatisés par les stérilisations forcées des populations autochtones par les autorités danoises. La ministre de la Santé groenlandaise, Anna Wangenheim, a déclaré que les Groenlandais ne sont pas des cobayes. Joseph Griffin avait pour mission de se renseigner sur les conditions sanitaires au Groenland. Le gouvernement a répondu que pour toute question, il suffit de s'adresser au gouvernement. À part ça, Landry est venu sans aucune promesse, sans offre à l'égard du Groenland. Juste le manque de tact américain habituel de dire qu'ils sont les plus puissants et que ce sont eux qui décident. Le gouverneur de Louisiane a multiplié les déclarations en prétendant soutenir l'indépendance du Groenland, une indépendance qui pourrait être accélérée avec le soutien économique américain et de nombreux investissements. Il a aussi affirmé que les États-Unis devaient remettre leur empreinte sur le sol groenlandais, les États-Unis ayant eu jusqu'à 17 bases sur l'île pendant la guerre froide. Il a mené une campagne de communication dans la rue de Nuuk en distribuant des casquettes Make America Great Again et des cookies pour les enfants. Un moyen de dire que les États-Unis n'ignorent plus les Groenlandais. D'ailleurs, des signes montrent que les États-Unis se mobilisent déjà pour gagner en influence dans l'économie groenlandaise avec la prise de contrôle d'un gisement de terres rares de Tanbreez par l'entreprise américaine Critical Metals qui détient 92,5% du capital. L'émissaire américain s'était invité à la conférence Future Greenland qui a rassemblé des acteurs économiques installés au Groenland, mais il n'est pas resté très longtemps et n'a même pas interagi avec les participants. Jeudi 21 mai, Landry s'est rendu à l'inauguration du consulat américain à Nuuk, marqué par une manifestation des Groenlandais échaudée par le manque de respect américain. Ils étaient plus de 500 devant le consulat, clamant que le Groenland n'était pas à vendre et que les États-Unis devaient cesser leurs intimidations. Hongrie. Peter Magyar marque la rupture diplomatique avec le gouvernement précédent. Peter Magyar a lancé ses premiers échanges diplomatiques depuis qu'il a prêté serment le 9 mai. Et c'est l'occasion de trancher avec la diplomatie pratiquée pendant 16 ans par Viktor Orban. Mardi 19 mai, la Hongrie et l'Ukraine ont annoncé lancer les discussions sur les droits des minorités hongroises de Transcarpathie, région de l'ouest de l'Ukraine, où vivent une centaine de milliers de Hongrois d'Ukraine. Sous Orban, le gouvernement hongrois menait des campagnes de déstabilisation, prétextant des persécutions contre les Hongrois d'Ukraine, en distribuant des passeports hongrois et en multipliant des vétos et chantages contre l'Ukraine lors des réunions du Conseil européen. La ministre des Affaires étrangères hongroise, Anita Orban, est donc chargée d'entamer les discussions avec son homologue ukrainien, Andriy Sybiha, pour garantir les droits linguistiques, culturels et éducatifs des Hongrois d'Ukraine. Peter Magyar en a fait la condition pour que la Hongrie lève son veto sur les négociations d'adhésion à l'Union européenne de l'Ukraine. Et pour son premier déplacement à l'étranger en tant que Premier ministre, il a choisi de se rendre en Pologne, ce qui est un vrai symbole. Depuis le retour de Donald Tusk en tant que Premier ministre, les relations bilatérales se sont dégradées. Donald Tusk n'ayant absolument pas confiance dans les positions eurosceptiques et pro-russes de Viktor Orban. Viktor Orban avait donné l'asile politique à 2 anciens ministres du PIS poursuivis pour corruption, Zbigniew Ziobro et Marcin Romanowski, qui ont fui tous les deux aux États-Unis après l'élection de Magyar. Mardi 19 mai, Peter Magyar s'est aussi rendu en Pologne pour 2 jours pour s'inspirer de la Pologne qui a énormément progressé grâce aux fonds européens. Après un premier arrêt à Cracovie,
Peter Maillard a rencontré le Premier ministre polonais Donald Tusk, puis le président Karol Nawrocki. Avec Donald Tusk, il partage l'attachement au PPE au niveau européen, un moyen d'organiser une rencontre diplomatique qui met en valeur les deux pays. Donald Tusk a qualifié la venue de Peter Maillard de jour de fête entre les deux pays et promet qu'avec l'arrivée de Peter Maillard au pouvoir, la Hongrie et la Pologne seront au diapason et travailleront à des positions communes au niveau européen. Avec un euro-enthousiaste comme Peter Maillard au pouvoir en Hongrie, Donald Tusk a l'ambition de réveiller le format Visegrad qui rassemble la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Tchéquie. Le Premier ministre polonais a même l'ambition de l'élargir, sans donner plus de précisions sur la finalité de cet élargissement, s'il souhaite en faire une réelle union régionale comme le Benelux ou intégrer d'autres pays d'Europe centrale. Le ministre des Transports hongrois, David Vitézi, était du déplacement pour aussi s'inspirer de la qualité des infrastructures polonaises qui ont changé de dimension avec les fonds européens, mais aussi pour discuter du projet de ligne à haute vitesse entre Varsovie et Budapest. L'intérêt du déplacement de Peter Maillard était aussi pour apprendre de l'expérience polonaise. Donald Tusk ayant obtenu le dégel des fonds européens en 2024, mais aussi d'avoir un soutien de poids au Conseil pour valider les projets hongrois face à la Commission. Le premier voyage diplomatique en Pologne s'est conclu à Gdansk avec une rencontre avec Lech Wałęsa. La tournée diplomatique de Peter Maillard s'est poursuivie jeudi chez le voisin autrichien avant de finir la semaine à Bruxelles pour discuter avec la Commission du déblocage des fonds européens. Un déblocage qui nécessitera certainement une feuille de route avec des promesses de réformes qui ne seront pas difficiles à mettre en place puisque le parti TISA dispose de la supermajorité constitutionnelle. La seule inquiétude de la Commission pourrait être la mise en conformité de la Hongrie concernant les demandes d'asile. La Cour de justice de l'Union européenne avait condamné la Hongrie en 2024 pour avoir stoppé net les demandes d'asile. Peter Maillard a déclaré qu'il était totalement possible de rétablir le système d'asile sans avoir les portes grandes ouvertes à l'immigration. Peter Maillard va devoir faire des compromis sur sa position ukrainienne, tant la propagande orbanienne a dégradé la confiance avec l'Ukraine. L'aide polonaise sur le sujet ne sera pas de trop pour compenser la méfiance des Hongrois à l'écart de l'Ukraine. OTAN. Réunion diplomatique des États membres de l'Alliance transatlantique en Suède pour préparer le sommet estival à Ankara. Jeudi 21 et vendredi 22 mai, les ministres des Affaires étrangères des 32 États membres de l'OTAN se retrouvaient à Helsingborg, en Suède. Une réunion dans un contexte tendu alors que le président des États-Unis a annoncé quelques jours plus tôt son intention de retirer 5000 hommes stationnés en Europe et le report de l'envoi de 4000 soldats en Pologne. Le commandant suprême de l'Alliance, Aleksius Grynkewicz, assure que cela n'aura pas d'impact sur les plans de défense puisque 76 000 GIs devraient rester stationnés en Europe. Un ajustement des ressources humaines conjugué au retard des livraisons d'armement américains qui ne rassure pas du tout les États membres européens de l'OTAN. La réunion était donc l'occasion d'obtenir des clarifications concernant la position des États-Unis qui ne cesse de menacer puis de revenir en arrière depuis début 2025. Même si les questions géopolitiques sont évidemment à l'ordre du jour, c'est le transfert du fardeau à l'Europe qui est au cœur de la réunion et dont le plan d'action doit être finalisé à Ankara. L'Europe doit donc préparer son autonomie à se défendre de manière conventionnelle à terme. Les Européens avaient déjà promis l'an dernier d'élever leurs investissements en matériel de défense à 3,5% du PIB et 1,5% pour les infrastructures militaires. Donald Trump a qualifié l'OTAN de tigre de papier après que les Européens se soient abstenus de soutenir les États-Unis dans sa guerre avec l'Iran. Après la remarque de Friedrich Merz reprochant aux États-Unis son manque de stratégie en Iran, Donald Trump a annoncé le retrait de 5000 soldats d'Allemagne. Le 15 mai, c'est Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre américain, qui a annoncé le report de l'envoi de troupes en Pologne, alors que la Pologne est l'allié le plus engagé dans l'investissement dans sa défense depuis des années.
En retirant 5000 soldats dans l'année qui arrive, le nombre de soldats américains présents sera équivalent à celui d'avant 2022, pas de quoi s'inquiéter outre mesure, même si les États-Unis réfléchissent encore à la façon dont les troupes seront retirées progressivement du sol européen pour n'avoir que le strict nécessaire et ne plus avoir à assurer la protection des Européens. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, est donc venu jouer les pères fouettards et pour sermonner les Européens dans leur manque d'aide dans le dossier iranien. Au cours de la réunion, Donald Trump a finalement annoncé l'envoi de 5000 hommes en Pologne, un changement de pied qui n'a encore une fois pas été compris par les Européens. Autre sujet discuté, l'aide à l'Ukraine. Tous les États membres ne font pas les mêmes efforts en proportion de leur PIB, un moyen aussi de discuter de la prévisibilité du soutien à l'Ukraine. Pour l'instant, l'initiative Pearl, qui regroupe les besoins prioritaires de l'Ukraine et qui oblige les Européens à acheter américains, a mobilisé 500 millions d'euros depuis l'été dernier. Les pays les plus actifs dans le cadre de l'initiative Pearl demandent plus de transparence sur les contributions des uns et des autres. Finalement, Marco Rubio n'a fait qu'annoncer ce que les Européens savaient déjà, qu'à terme, les Américains réduiront drastiquement leur présence sur le sol européen. Il se dit conscient que cela crée de la nervosité dans les rangs européens. Le secrétaire d'État américain a annoncé un ajustement de la cavalerie, c'est-à-dire les forces mobilisables en 180 jours en cas de nécessité, dont la communication sera faite dans les prochains jours. Une annonce qui pourrait signifier que l'Europe pourrait se voir privée d'un vivier américain important si les États-Unis venaient à entrer dans une guerre de grande envergure. La réunion était aussi l'occasion de conclure des contrats d'armement en majorité avec les États-Unis, mais dont le détail reste secret défense. Le contenu exact de la réunion est resté secret et fera certainement l'objet de réelles annonces à Ankara début juillet. Passons enfin à la rubrique « Nos chers voisins ». Arménie. La désinformation prend de l'ampleur à l'approche des législatives. À quelques semaines des législatives qui se tiendront le 7 juin, la pression monte avec des campagnes de désinformation qui s'intensifient. La dernière fausse information en date prétend que le Premier ministre, Nikol Pachinian, aurait accepté l'installation d'une base militaire turque à Gyumri, la deuxième ville du pays, qui dispose déjà d'une base militaire russe avec le soutien de Volodymyr Zelensky. La vidéo cumulait 5 millions de vues sur X. La fake news repose sur la technique du doppelganger, technique qui consiste à cloner l'identité visuelle de médias existants, ici DRM News, sans apporter aucune preuve de la véracité de l'information. La campagne de désinformation repose sur le fait que Volodymyr Zelensky soit venu le 4 mai à Yerevan dans le cadre de la communauté politique européenne pour appuyer sur les idées conspirationnistes d'agenda caché. L'Arménie s'est rapprochée de la Turquie depuis 2022 et la désinformation russe joue sur la corde patriotique et les blessures historiques pour faire penser que Nikol Pachinian compromet la souveraineté de son pays avec son ennemi historique. L'opération de désinformation est menée par Storm 1516 qui a déjà été identifié par Viginum en France pour ses faux sites et ses campagnes de désinformation massive sur les réseaux sociaux. Leur opération de déstabilisation aurait commencé dès avril 2025, d'après le service européen d'action extérieure. La réception de la communauté politique européenne, suivie le lendemain du premier sommet UE-Arménie, a provoqué l'ire du Kremlin. Le rapprochement de l'Arménie avec l'Union européenne n'a pourtant rien de surprenant puisque la Russie, alliée militaire de l'Arménie, n'est absolument pas intervenue lors des offensives azéries en 2020 et en 2023 qui ont conduit à la perte du Haut-Karabakh. Le Parlement arménien a voté une loi en 2025 déclarant officiellement son intention de se porter candidate pour entrer dans l'UE. L'Arménie est un allié historique de la Russie et leurs destins sont liés par le fait que la Russie soit intervenue pour stopper le génocide arménien.
Depuis l'élection de Nicole Pachinian en 2019, les liens entre les deux pays se sont distendus. Nicole Pachinian était avant son élection le leader d'un mouvement de la société civile contre la corruption et pour des institutions plus démocratiques, ce qui n'a pas plu au Kremlin. Turquie. Le CHP voit sa direction révoquée par la justice. Depuis début 2025, le président Recep Tayyip Erdogan et son gouvernement font pression sur la justice pour tenter de barrer la route au Parti républicain du peuple, le CHP, le principal parti d'opposition créé par le père de la nation turque, Mustafa Kemal Atatürk. Au printemps 2025, Ekrem İmamoğlu, alors qu'il devait être investi candidat à la présidentielle de son parti, a été arrêté pour des allégations de corruption et de soutien à des organisations terroristes, des accusations qui ne reposent encore, pour l'instant, sur aucune preuve solide. Une arrestation accompagnée d'une centaine d'autres dans les rangs du CHP qui a poussé la population à manifester son mécontentement pendant plusieurs mois. À plusieurs reprises, le gouvernement a fait pression pour que la direction du CHP soit démise de ses fonctions en l'accusant d'avoir truqué les votes. Pour tenter de contourner cette destitution, le CHP avait convoqué un congrès extraordinaire fin 2025 pour rendre caduque toute procédure de destitution. Mais ce n'était que partie remise. Jeudi 21 mai, un tribunal d'Ankara a destitué le secrétaire général du CHP, Özgür Özel, et toute la direction du parti au motif d'irrégularité du vote lors du congrès de 2023, accusant Özgür Özel d'avoir fait pression sur des délégués, d'avoir promis des recrutements et acheté des voix. Özgür Özel promet de poursuivre le combat pour la démocratie. Les partisans du CHP se sont réunis devant le siège du parti à Ankara pour protester alors que le parti procédait à une réunion d'urgence. La décision du tribunal acte une fois de plus le rétrécissement de la démocratie en Turquie qui ne devient réellement plus qu'une démocratie de façade avec des oppositions dont la position ne doit varier que sur la forme avec le parti au pouvoir. Özgür Özel était le dernier leader d'un parti turc à manifester son opposition de manière claire. Une destitution qui pourrait faire revenir l'ancien candidat à la présidentielle, Kemal Kılıçdaroğlu, à la tête du parti, complètement tombé en disgrâce au sein du CHP. Leader du parti de 2010 à 2023, Kılıçdaroğlu a déclaré que le CHP ne doit pas devenir un sanctuaire pour la corruption. Il semble suivre le discours du gouvernement et soutenir toutes les procédures à l'égard de son propre parti. La justice turque poursuit d'ailleurs la purge des maires du CHP loyaux à İmamoğlu et à Özel partout dans le pays. Même si la direction déchue peut faire appel, la décision ne sera rendue que dans plusieurs mois, voire plusieurs années. La sanction à l'égard du CHP a eu des conséquences pour la Turquie, puisque le ministre des Finances, Mehmet Şimşek, assistait à une réunion pour les investisseurs étrangers à Londres. L'annonce de la condamnation du CHP a coupé net la réunion. La bourse d'Istanbul s'est effondrée le jour même, alors que la situation économique du pays est compliquée depuis plus d'un an, avec la lire turque à l'un de ses plus bas niveaux et une inflation à un niveau ahurissant à 30%, malgré des taux directeurs à 37%. Les Turcs se plaignent depuis plusieurs années du rétrécissement de leur pouvoir d'achat. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 21e semaine européenne de 2026. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast, le lien est à retrouver en description de cet épisode.
Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.